Boris, je ne vais pas prendre du temps non plus, comme je l'ai fait tout à l'heure pour Nicolas, c'est vraiment lui qui va parler. Mais je voulais quand même vous transmettre mon admiration pour la personne qui va prendre la parole. Il s'appelle Miguel Ancho Llores. Il vient de Pontevedra, qui est une ville en Galice, en Espagne, entre Porto et Santiago de Compostelle. Il est le maire d'une ville qui est la ville où les piétons sont rois. C'est une ville iconique, c'est un maire iconique, c'est un maire visionnaire qui agit et qui a transformé une ville que je connais. On était à plusieurs reprises, il m'a invité. C'est une ville qui inspire à toutes et tous ceux qui allons là-bas, parce qu'il vous montrera comment on peut changer ici et maintenant une ville, surtout qu'il a commencé avec son équipe municipale quand il a gagné pour la première fois les élections il y a 27 ans. Il est médecin, il s'occupe du corps, il s'occupe du métabolisme, il s'occupe des maladies, il s'occupe de réparer les gens. Et ben, il a dédié une bonne partie de sa vie au métabolisme urbain, à réparer les villes, à offrir aux villes une autre manière de vivre. Et par rapport à nos amis scientifiques qui sont mobilisés pour le climat, ben on va montrer que pas très loin d'ici, de l'autre côté des cailloux, depuis 27 ans, on a anticipé les courbes concernant un certain nombre de dangers et que des maires comme Miguel Ancho Llores, s'il y en avait partout sur la planète, je pense que les courbes n'auraient plus la même tête aujourd'hui. Miguel, para ti. Ya te explicaré más tarde con una caña. Il va parler en espagnol parce qu'il parle castillan ou galicien. Donc, il sera traduit avec l'espagnol vers le français. Bonjour. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à la tribune y a Carlos Moreno. Bien, estamos ahí Donc, en el noroeste nous de la trouvons-nous au péninsule nord-ouest ibérica de la péninsule ibérique. y somos 85.000 habitantes. Nous sommes 85 000 habitants sur toute la commune et 65 000 sur la ville la plus compacte qui a beaucoup grandi au cours des dernières années. Nous allons voir quelques photos de Pontevedra en 1999, lorsque nous avons été élus au gouvernement municipal, à la mairie. Voilà, vous avez une photo. Toutes les rues de la ville étaient ainsi. Nous avions 3 fois plus de véhicules circulant à Pontevedra par kilomètre carré que Madrid et 5 fois plus qu'au centre de Londres. Pontevedra était un véritable entrepôt de véhicules à moteur qui polluaient, qui créaient de nombreuses nuisances, qui faisaient de la ville une ville où il n'y avait pas de sécurité et qui faisait que cette ville était inaccessible. Autrement dit, elle ne permettait pas aux personnes de développer leur autonomie, notamment les personnes les plus vulnérables, celles qui avaient besoin de plus de sécurité. Nous avons donc décidé d'élaborer un projet à partir de 5 conditions sine qua non. Il est d'abord nécessaire de bien connaître en profondeur la ville. Et pour cela, nous sommes restés 12 ans dans l'opposition où nous avons préparé un projet différent pour cette ville.
Et pour savoir ce qui était fait dans le reste du monde, nous avons lu Perry de New York, de tout ce qui se faisait, par exemple, à Jane Jacobs, à Colin Buchanan, Applejar, Younger, Tonucci, La ville des enfants, Alfonso Sanz, qui employait l'expression « il faut calmer le trafic en zone urbaine ». On reprenait les idées du sommet de Rio, Habitat 2, Habitat 3, tous les objectifs du millénium. En fait, nous avons tout lu, nous avons tout étudié, nous l'avons étudié en profondeur et nous l'avons adapté à notre propre ville. Chaque ville doit chercher sa propre voie. Toutes les villes sont différentes les unes des autres et par conséquent, il ne faut pas faire un copier-coller sans critique, sans analyse. Il est donc indispensable de rechercher l'appui social, l'appui des concitoyens, voir comment ils accueillent cette nouvelle politique, parce que je crois que c'est la seule chose qui va nous permettre de changer ce qui nous déplaît dans notre ville. Il n'y a pas d'autre solution que des changements qui soient basés sur des décisions politiques. Ensuite, il faut réfléchir à partir, en s'inspirant de ce qui a été écrit, ce que nous avons dans la littérature, sur ceux qui ont étudié l'urbanisme, l'urbanisation, et développer un projet qui nous soit propre. Notre projet était basé sur ce dilemme. Est-ce que nous voulions une ville pleine de voitures ou est-ce que nous voulions une ville pour les personnes? Nous avons donc élaboré un projet de récupération de l'espace public à destination des personnes. Cela implique que 70% de l'espace public destiné jusqu'alors aux voitures a été transféré pour être désormais destiné aux personnes et le reste pour les véhicules à moteur. Nous croyons véritablement que l'espace public est un droit et doit être entendu comme un service public, comme la santé, comme l'éducation, voire comme les services sociaux. Lorsque nous parlons d'espace public, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'accessibilité universelle, d'autonomie des personnes, de perspective de genre, nous parlons d'équité, de cohésion sociale. Nous parlons de tout cela. Ensuite, bien évidemment, une fois le projet élaboré, il faut avoir du courage politique pour le mettre en application, pour l'exécuter. Et il ne faut pas sans arrêt faire marche arrière lorsqu'on se heurte à une difficulté par rapport au projet élaboré. Donc, récupération de l'espace public pour les personnes, et un enseignement que nous avons tiré, c'est que le trafic ne va pas diminuer, il ne va pas s'améliorer. Ce que nous voyons à l'image, ça ne peut pas être amélioré. Ça ne sert à rien de créer une voie supplémentaire. Ça ne sert à rien de vouloir améliorer cela en prenant des mesures qui ne prennent en compte que le trafic, que la circulation. Nous avons tout essayé, les passages en élévation, les passages souterrains, l'utilisation des différentes immatriculations pour définir quelles étaient les voitures qui avaient accès, les voitures qui n'avaient pas accès, le transport public, etc. Et vraiment, sincèrement et modestement, nous disons que la seule chose qui fonctionne, c'est la réduction draconienne du trafic inutile, du trafic qui n'est pas nécessaire pour que la ville puisse fonctionner. Qu'est-ce que c'est que ce trafic qui n'est pas nécessaire? C'est celui qui traverse la ville et qui ne s'arrête pas. C'est une stupidité que d'avoir des véhicules qui traversent la ville.
Et autre chose, trafic inutile, le conducteur, le véhicule qui cherche une place de stationnement qui n'existe pas, parce qu'il ne cesse de faire des tours dans la ville. Donc, il consomme des carburants, il provoque des accidents, il provoque des nuisances, et cela ne sert strictement à rien. Donc, le trafic qui fonctionne, c'est le trafic nécessaire parce qu'il a une destination spécifique dans la ville. Par exemple, les automobilistes qui veulent avoir accès à leur garage. Bien sûr, tous les services d'urgence, l'activité économique, les transporteurs qui doivent charger et décharger. Lorsque nous avons un embouteillage dans une rue et nous avons un livreur qui arrive, il ne peut pas faire son travail. Donc, tant que la ville est dans ce système où elle est totalement congestionnée, le dernier kilomètre ne fonctionne pas. Donc, il faut absolument supprimer tout ce trafic innécessaire au sein de la ville. Vous avez ici une diapositive où l'on explique comment nous avons réduit les rues opérationnelles pour le trafic. Donc, nous avons inversé les priorités, ça vous connaissez tous. D'abord, les personnes avec un handicap, la mobilité douce, par exemple les vélos, ensuite le transport public, les livraisons, et, in fine, au dernier rang, le véhicule privé. Alors, apparemment, M. Fernandez Lores, c'est bon, a du mal à passer les diapositives. Donc, dans les petites villes, se déplacer à pied, ça résout une partie du problème. On parle de petites distances. Et sur les grandes distances, eh bien, le problème se résout par le transport public. Il y a donc ce fait que le transport public ne doit pas arriver à la porte de la résidence de chaque habitant. Et on peut attendre de nos concitoyens qu'ils parcourent 500-600 mètres pour rentrer chez eux. Oui, M. Fernandez Lores a du problème pour passer les diapositives. Donc, il faut également améliorer les services urbains, faire une rénovation des rues, le mobilier urbain pour qu'il soit bien placé, bien situé, tout ce qui concerne l'alimentation en gaz, en électricité, avoir un éclairage qui soit performant, etc. Bien sûr, mettre l'accent sur l'accessibilité universelle. Accessibilité universelle, surtout par des plateformes uniques et le moins de rampes possible dans les rues. Donc, accessibilité universelle pour tous. Éclairage, l'éclairage est fondamental. Pour la sécurité routière, mais aussi pour la sécurité et surtout des piétons, des citoyens. Il faut prendre en compte, bien sûr, la pollution lumineuse. Il faut respecter le rythme circadien de l'organisme. Il faut baisser la puissance de l'éclairage la nuit, etc. Nous connaissons tous ces éléments. Il faut revégétaliser la ville, réintroduire des éléments naturels. Non. Alors, il a Monsieur Fernandez, c'est bon. Mettre plus d'espace vert dans la ville. Les espaces verts sont fondamentaux pour la qualité de l'air, mais également pour le contrôle de la température dans les villes et bien évidemment en termes de biodiversité. Au cours de ces 23 années où nous gouvernons, nous avons planté plus de 500 000 arbres, aussi bien dans le plateau hypercentre que
dans la zone plus excentrée de la ville. Une autre question absolument fondamentale, c'est la sécurité routière du trafic et vraiment apaiser ce trafic dans toute la ville. Pontevedra a un trafic limité à 30 km/h sur toute la ville depuis 2010. 2013 sur tout le périmètre communal. Et depuis 2019, 10% partout où les piétons sont prioritaires. 10 km/h pour tous les véhicules dès lors qu'ils entrent sur une zone où les piétons sont prioritaires. Et nous disons qu'on ne peut pas rouler vite dans une ville, que même pas à vélo, même pas avec un bus. Parce que la ville est avant tout un espace de cohabitation, de convivence, comme nous disons aujourd'hui en français. Et donc, ces espaces sont faits pour que les habitants puissent se promener tranquillement, qu'ils puissent se saluer, échanger des mots, pour que les enfants puissent aller à l'école à pied, en sécurité. Et donc, si on laisse des vitesses élevées pour les véhicules, tout cela est impossible. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des mesures également avec des mobiliers urbains verticaux, les ralentisseurs par exemple. Nous avons plus de 1000 ralentisseurs comme ceux qui apparaissent à l'écran pour ralentir le travail. Et grâce à ces ralentisseurs en forme de bosse, on ralentit la vitesse des véhicules et on garantit l'accessibilité universelle. Donc, nous avons pris des mesures donc pour cette vitesse réduite à 10 km/h sur les zones où les piétons sont prioritaires, l'accès au parking, etc. Donc, toutes ces mesures ont été prises par la mairie. Les bicyclettes ont été prises en compte, intégrées. Et comme nous avons réduit la vitesse des véhicules à moteur, nous n'avons pas besoin de construire des pistes réservées aux bicyclettes. La bicyclette est pour nous un véhicule normal. Et bien sûr, on peut blesser quelqu'un avec une bicyclette. Par conséquent, ils doivent observer les limites de vitesse. Pour nous, si vous voulez, finalement, toute la ville permet aux bicyclettes de circuler. C'est comme si là, nous avions une voie réservée aux bicyclettes sur toute la ville. En ce qui concerne le stationnement, nous avons 3 possibilités. Un parking souterrain où le dernier étage est réservé aux résidents, aux riverains qui n'ont pas de parking privé. Ensuite, nous avons des stationnements périphériques, des stationnements de rabattement gratuits et des stationnements en ville, mais uniquement en surface, mais uniquement pendant 15 minutes, gratuits dans toute la ville. Ces véhicules-là ne posent pas de problème parce qu'ils vont prêter un service spécifique et une fois ce service rendu, ils quittent l'espace. Ils libèrent le stationnement. Vous avez ici une photographie de ces parkings relais, de ces parkings de rabattement. Et par exemple, le stationnement prévu pour les services, donc limité à 15 minutes de temps. Autre sujet fondamental, il faut que les villes soient compactes. Partant, il faut éviter une trop grande extension des villes. Il faut qu'elles se construisent verticalement et il faut faire en sorte que dans chaque rue, tous les commerces, tous les services dont les citoyens ont besoin au quotidien soient présents.
Par conséquent, il faut favoriser le commerce local. Et on ne le fait pas dès lors que l'on construit des hypermarchés en périphérie. Parce que ça va à l'encontre du commerce local. Et je pense qu'il faut dire cela clairement et que quiconque dirait le contraire mentirait. Donc, une ville compacte, bien sûr, il faut dynamiser la ville, autrement dit les espaces que nous récupérons, que nous supprimons aux voitures, il faut y créer des activités. Il faut proposer dans ces espaces publics des activités culturelles, sportives, des activités festives également, récréatives. 85 000 habitants et nous avons, nous, 1000 activités par an sur notre ville dans les différents quartiers. Championnat du monde de triathlon, donc les fêtes locales dans la rue, le tournoi d'échecs, des terrasses pour nos citoyens. Et nos citoyens ne comprendraient absolument pas que nous disions pas de voiture en ville, mais nous ne vous permettons pas d'utiliser ces espaces. Parce que cela renvoie immédiatement au modèle de ville que la municipalité, la mairie, a voulu mettre en œuvre. Et le droit à l'espace public est une chose fondamentale, car indépendamment de la condition physique des revenus du citoyen, il veut avoir ce droit. Et ce type d'aménagement permet l'accès, permet l'autonomie, permet aux enfants de jouer en toute sécurité dans les rues et également permet de favoriser une perspective de genre pour tous. J'arrive presque à la fin de ma présentation, mais je voudrais dire que nous sommes convaincus. Il y a un livre qui a été édité qui s'appelle « La ville d'abord ». Donc, il faut vraiment penser à la ville que nous voulons et ensuite faire le projet. La mobilité va dépendre du projet que nous allons élaborer. Si nous voulons une ville accessible, on ne peut pas donner la priorité aux autoroutes. Et il faut que ce projet soit fait depuis la municipalité et prenne en compte tous les aspects qui sont en jeu sur le milieu urbain. Et ce doit être un projet dynamique qui soit modifiable. Parce que parfois, on commet des erreurs, donc il faut le modifier. Et bien sûr, en plus des zones urbaines, il faut prendre en compte les zones rurales. Comment est-ce qu'on accède aux zones rurales? Il faut avoir un processus dynamique et modifiable. Et il faut continuer à s'intéresser à ce qui fait dans le monde. 400 urbanistes du monde entier se sont réunis à Pontevedra pour parler de ce qu'ils souhaitaient faire ou ce qu'il y avait lieu de faire à l'avenir. En ce qui concerne les résultats, voici quelques résultats de ce que nous avons achevé, peut-être le plus important. En ce qui me concerne, la réduction du trafic des véhicules à moteur sur tout le centre. Vous avez moins 97% pour tout le périmètre municipal. Vous avez 77% en moins sur la ville compacte et enfin 53% en moins. Donc, un détail qui n'est peut-être pas très important, mais on a réduit le nombre de véhicules dans la ville, avec un chiffre très, très important. Vous avez ici les données de la violence routière. En 97, de 97 à 2006, 30 personnes sont mortes en raison d'accidents de la circulation dans la ville. De 2007 à 2017, ce chiffre est tombé à 3. Et depuis 2011 à 2022, aucun mort.
Donc nous avons fait qu'il n'y ait plus de morts et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne nous a décerné le prix européen de la sécurité routière urbaine. Donc nous voulons améliorer maintenant le chiffre des blessés en raison de la circulation et des déplacements en ville. Voici quelques résultats économiques. L'économie croît, et notamment l'économie tertiaire. 91% de la population fait désormais ses achats à pied. Au centre de la ville, la population du centre-ville a cru de 33%. Et on n'a plus le phénomène des gens qui vivaient au centre-ville et qui la quittent en raison du manque de qualité de vie. Nous sommes la population la plus jeune de toute la Galice, de toute notre région, et 80% des enfants qui ont entre 6 et 12 ans vont à pied à l'école, dont 60% sans être accompagnés par des adultes. En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, nous avons réduit de 67% les émissions de CO2, zéro carbone. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est déjà 67% en moins. Et en plus, ça, ce sont des chiffres d'il y a 4 ou 5 ans. Donc 67% d'émissions de CO2 en moins. Et tous les jours, la qualité de l'air est conforme aux paramètres de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons entendu M. Vinani. Au gouvernement, dans notre municipalité, nous avons également un mathématicien et il nous dit que par an, nous avons réduit une demi-tonne de CO2 par habitant, en réduisant la circulation, en réduisant la consommation de carburant, etc. Ici, vous avez une image de la reconnaissance internationale. J'ai parlé du prix européen de la sécurité routière urbaine. Nous avons reçu le prix ONU Habitat à New York et nous avons également reçu ce prix à Dubaï. Et nous avons également reçu le prix Low Cities. Je crois que le président est ici parmi nous aujourd'hui. Vous avez ici des images avant et après de différentes rues de Pontevedra. Et pour conclure en quelques mots, je dirais que les décisions politiques prises en faveur de la qualité urbaine sont parfaitement bien accueillies par les riverains, par nos concitoyens, parce qu'ils approuvent tous cette amélioration de la qualité de vie dans leur propre ville. Et bien sûr, ces bénéfices sont perspectives pour chacun d'entre eux. Et on en a fini avec des projets qu'il faut faire et qu'il faut refaire parce qu'ils sont mal faits, etc. Et je crois que je peux conclure en disant que même électoralement, ce type de projet est rentable. Nous avons déjà été élus 6 fois consécutivement. Or, mon parti politique ne peut pas gagner des sièges de députés, ne peut pas gagner des sièges de sénateurs, mais dans notre ville, nous avons été réélus encore et encore. Et je crois que mes concitoyens, les habitants de Pontevedra, me remercient d'avoir pris cette décision dans leur intérêt, pour leur bien-être. Et nous terminons sur cette belle image. Vous avez ici mes concitoyens. Merci beaucoup.